Bonjour à tous. Donc, on continue sur les histoires de régularisation et de pénalisation dans les problèmes de régression. Donc, je vais rester là encore dans le contexte des moindres carrés, et puis on fera dans un second temps la généralisation essentiellement à des GLM. Donc, je vais basculer sur mes slides peut-être pour refaire un petit peu le point. Donc, on venait de finir sur la régression Ridge. Donc, l'idée de Ridge, c'était quoi? C'était de dire qu'on avait toujours ce problème de moindre carré, donc qui est dans le terme de gauche dans notre fonction objectif. On a toujours cette minimisation de la somme des carrés des erreurs, sauf qu'on pénalise. On pénalise de manière un petit peu étrange peut-être, mais que j'avais modifié, pardon, que j'avais motivé par plein d'arguments. Le premier, c'était le problème de la non-satisfaction de l'hypothèse H1, qui était que notre matrice X transposée X devait être de plein rang, donc devait être inversible. Et des fois, ce n'était pas le cas. Donc, en rajoutant ce petit terme sur la diagonale, un petit lambda, aussi petit soit-il, on pouvait rendre la matrice X transposée X forcément inversible. Donc, c'était une première stratégie. Et ce qu'on avait vu, c'était, en fait, ça pouvait s'interpréter de plein de manières. Le premier, c'est que je peux interpréter ce problème, qui est un problème de minimisation de fonctions sous contrainte, comme reconnaître ici un Lagrangien, et donc de dire j'ai toujours ma fonction objectif, puis j'ai un lambda avec un terme de pénalisation, et donc ça revient à dire que ma pénalisation, la somme des bêta j carré, doit être plus petite qu'une certaine valeur. Okay. Donc ça, on pouvait l'interpréter en disant fallait juste minimiser le problème de la somme des carrés des erreurs sous la contrainte que mes coefficients soient suffisamment proches de 0. Donc on constitue une boule avec un certain rayon. Et donc si ma boule est très grande, il n'y a pas de souci. Ce problème-là est équivalent à résoudre un problème de moindre carré. Mais dès que ma boule a un rayon qui va avoir tendance à tendre vers 0, dans ces cas-là, on va avoir une opération de shrinkage, donc de contraction de notre estimateur, qui va devenir de plus en plus petit. Okay. Donc, ce qui va introduire un biais et une variance, enfin une variance plus petite. Okay. Donc, le biais fait face à cette variance, et cette variance plus petite. Donc, on peut avoir un MSE qui est plus faible. Donc, c'est ce qu'on montrait. On pouvait trouver un lambda étoile qui nous donne un MSE plus petit que les moindres carrés. Donc, on en était un petit peu là. J'avais aussi montré qu'il y avait une interprétation bayésienne. En fait, c'est que dès qu'on fait de la stat bayésienne, donc on suppose qu'on a un modèle de régression. En stat bayésienne, on suppose que les paramètres ont une distribution a priori pour quantifier le fait que on ne sait pas la valeur de notre paramètre. Donc, au lieu de parler en fréquentiste en disant je vais essayer de trouver la vraie valeur, on suppose qu'il y a une distribution et on va voir comment est-ce que les données me permettent d'apprendre sur cette distribution. Donc, la distribution a posteriori est généralement resserrée autour de l'espérance de notre paramètre, donc de notre paramètre bêta, conditionnellement aux données. Et on avait vu qu'il avait cette forme-là. Voilà. Donc, si jamais je prenais une distribution a priori qui était gaussien pour mes bêtas, ce qui est tout à fait raisonnable, en fait, on avait ce genre de choses. Donc, on a plein de motivations pour cette chose-là, mais on peut juste se poser la question de OK, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? C'est que j'avais introduit la pénalisation, donc a priori, on devrait pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin. Et en particulier, si jamais on essaie de réfléchir à ce qu'on essaie de faire classiquement quand on fait une régression, c'est que des fois, on a trop de variables et on se demande quelles sont les bonnes variables. Donc, c'est le problème de sélection de variables. Et on pourrait se demander si jamais on ne pourrait pas utiliser des techniques de ce genre-là pour faire la sélection de variables et de se dire, ma pénalisation, elle devrait être quoi? Elle devrait être du genre, peut-être liée au nombre de variables explicatives que je mets dans mon modèle. Okay, plus je mets de variables explicatives, plus mon modèle est compliqué. Donc, on peut reconnaître là aussi quelque chose qui nous ferait penser à un critère de type AIC ou BIC. De se dire, le terme qui apparaît en plus quand vous repensez à du AIC, c'était de dire, je prends ma log vraisemblance, okay, puis je vais la pénaliser par quelque chose. Et c'est un peu les expressions qu'on retrouve ici. Donc, on va se dire, est-ce que je ne pourrais pas utiliser cette approche par pénalisation pour avoir une technique de sélection de modèles? Okay. Donc, on va revenir un petit peu là où on en était. Donc, on est arrivé à cette slide-là. Donc, c'est la fin, on avait fini sur les modèles Ridge. Et avant de faire du lasso, je voulais discuter un problème qui est lié à cette histoire de sélection de variables, qui est un problème de ce qui s'appelle en anglais sparsity, ce qu'on pourrait traduire en français par sparsité. L'histoire de la sparsité, c'est quoi? C'est de dire, j'ai des données. Depuis le début, je vous dis qu'on a une base de données, c'est-à-dire formellement ce que je mettais dans ma matrice X. Okay. Mon vecteur Y, on n'y touche pas. Mon vecteur Y, c'est toujours l'input. Donc, lui, il n'y a pas de souci, il restera notre variable d'intérêt jusqu'au bout. Mais ma matrice X, des fois, elle est un peu changeante. Elle est un peu changeante parce qu'en fait, je peux faire ce qu'on appelle de l'enrichissement de données. Donc, par exemple, si jamais vous vous intéressez à des exemples qu'on a déjà traités, le prix des maisons,
Okay, vous avez le vecteur de votre prix des maisons, puis vous avez toutes sortes de variables explicatives. Donc, vous avez la localisation, vous avez le nombre de pièces, vous savez s'il y a un foyer, il y a une piscine, ce genre de choses. Mais en fait, vous pouvez l'enrichir. C'est qu'à partir du moment où vous avez l'adresse, vous pouvez vous demander, bah, je pourrais regarder le prix moyen des maisons dans le voisinage. Puis je pourrais me regarder aussi, est-ce qu'il y a des écoles proches? À quelle distance est l'école la plus proche? Est-ce qu'il y a une caserne de pompiers? Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de cambriolage dans le quartier? Ce genre de choses. Donc en fait, on peut enrichir nos données. Donc on peut avoir des matrices X qui sont potentiellement relativement grandes, et surtout quand on enrichit, des fois on enrichit avec du bruit, tout simplement. Okay, je pourrais aussi rajouter le nombre de fleuristes dans le quartier. Okay, je pourrais rajouter le nombre de licenciés dans un club de tennis ou ce genre de choses. Alors je pourrais me dire, OK, le licencié dans un club de tennis, c'est peut-être un proxy de la richesse. Okay, donc peut-être que c'est intéressant pour savoir si je suis dans un quartier un petit peu chic ou pas, mais formellement, à force de rajouter plein de choses, on se rend compte qu'on rajoute essentiellement du bruit. Donc le principe de la sparsité, c'est quoi? C'est de dire, OK, ma matrice, elle est de dimension K. D'accord? Donc j'ai une matrice, ma matrice X, elle ressemble à ça. Okay, donc j'ai toujours mon vecteur Y qui est de la forme X, enfin qui va s'écrire X bêta plus epsilon. Ma matrice X, c'est cette grosse matrice qui contient n lignes et K variable explicative. Okay, et K peut être potentiellement très, 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 très grand. Mais, donc on va dire, oh, on est en grande dimension, mais sauf que ce n'est pas la vraie dimension. Ce n'est pas la dimension en tout cas du modèle, c'est la dimension de mes données, mais ce n'est pas forcément la dimension de mon modèle. C'est que quand on va faire la sélection de variables, prenez une procédure de type stepwise ou faites même du best subset. Donc, essayez de faire de manière exhaustive tous les modèles possibles. Vous allez voir qu'il y a peut-être quelques variables qui seraient effectivement significatives. Et l'idée de cette notion de sparsité, c'est de dire, en fait, la vraie dimension de mon modèle, elle est peut-être beaucoup plus petite. Peut-être que dans cette base de données où j'ai 200 variables explicatives, peut-être qu'il n'y en a que 4 ou 5 qui sont vraiment intéressantes. Et la difficulté, c'est de les identifier. Okay, c'est de trouver quelles sont les bonnes 4 variables et de réécrire mon problème de manière plus simple. Donc, mon modèle va toujours s'écrire sous une certaine forme. Alors, je vais mettre un sous-indice, un petit indice qui sera les indices qui sont vraiment intéressants. Okay, bêta S plus epsilon. Okay, la difficulté, c'est de déterminer ce que c'est que ce S. Okay, donc, l'idée de ce problème de sparsité, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, la vraie dimension, elle n'est pas K, mais elle est S, et que ce S, il est souvent très petit. Très petit. Enfin, en tout cas, il est beaucoup plus petit que ma dimension de base. Okay, donc, j'ai peut-être 200, 500, 1000 variables explicatives, okay, mais peut-être qu'avec une dizaine de variables explicatives, j'ai un modèle qui est relativement bon, et le reste, en fait, n'était que du bruit. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais introduire? Je vais introduire ce S, ce grand S calligraphique, qui est le nombre de composantes pour lesquelles ma composante bêta J est différente de 0. Okay, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande partie des coefficients qui sont rigoureusement nuls. D'accord? Donc ça va être l'hypothèse très forte qu'on va faire, qui est que mon vrai modèle ne s'écrit pas en dimension K, K étant la dimension de mes données brutes. Okay, donc c'est ce que j'ai réussi à collecter, c'est ce qu'on m'a passé pour faire mon modèle. Donc j'ai ce cas, mais la vraie dimension de mon modèle, elle est plus petite. Le gros souci, c'est que, un, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle est, et deux, même si je savais ce que c'était, je ne sais pas forcément quelles sont les bonnes variables. D'accord? Donc la difficulté ici, ça va être essentiellement de discuter comment est-ce que je fais pour trouver ce S, okay, donc, qui me permettrait effectivement d'écrire mon modèle donc sous la forme un Y égale un X, un transposé S, bêta S. D'accord? Alors en fait, ce problème, il résout aussi le problème qu'on avait auparavant, c'est que dans la régression ridge, on disait je ne sais pas inverser ma matrice, mais en fait, c'est juste peut-être aussi qu'on essayait d'inverser une matrice qui n'avait pas de sens. C'est que peut-être qu'il aurait fallu que je puisse faire la sélection de variables et donc peut-être diminuer fortement la taille de ma matrice, donc peut-être supprimer quelques colonnes pour que tout d'un coup ma matrice X transposée X devienne effectivement inversible. Mais on voit que pour l'instant, on ne sait pas faire parce que, en tout cas tel que je vous l'ai présenté dans le cours de modèle linéaire, c'est que, un, on commence par construire le modèle, et deux, on se pose la question de la sélection des variables. D'accord? Donc, je me demande, une fois que j'ai créé mon modèle, quelles sont les variables qui sont intéressantes. Mais si jamais on n'est pas capable de faire cette première étape, qui est de créer notre estimateur et de créer le modèle, dans ces cas-là, on est bloqué. Okay, donc, Ridge était une première possibilité de réponse qui consistait à dire je vais quand même garder le processus qu'on avait auparavant, c'est-à-dire, si jamais j'ai besoin de construire mon estimateur pour pouvoir ensuite faire la sélection de variables, trafiquons les estimateurs pour pouvoir quand même continuer à estimer le modèle. Okay, donc, l'idée de la sparsité, les méthodes qu'on va voir ici, consiste à prendre le problème dès le départ en disant en fait le problème est mal posé. Le problème est mal posé parce que mon X
il est dès le départ trop gros. Okay, et donc, on pourrait se poser la question de faire la sélection de variables. Donc, c'est un petit peu ce dont on va discuter aujourd'hui. Alors, je vais commencer par formaliser un petit peu ce problème et essayer de discuter, proposer une méthode qui est relativement populaire aujourd'hui, qui répond en partie à ce problème, qui est le lasso. Donc maintenant qu'on a compris la philosophie un peu générale, donc je vais revenir un petit peu sur le formalisme. Donc on avait vu notre histoire de lasso. Donc l'histoire du lasso, c'était quoi? Enfin, bon, l'histoire de Ridge, c'était c'est représenté par cette formule-là où on cherche toujours à minimiser la somme des carrés des erreurs. Donc j'ai toujours cette norme L2 de mes résidus. Okay, et au lieu de poser comme un problème de pénalisation, je peux le voir comme un problème d'optimisation sous contrainte. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est de minimiser sous la contrainte la norme de mon vecteur bêta soit plus petite qu'une certaine constante. Okay, donc ça revenait à me poser dans ce cercle. Okay, donc je demande à être dans ce cercle et de minimiser ma fonction qui est toujours euh, le sac de course quand je reviens de l'épicerie. Okay, donc j'ai cette surface convexe. Okay, mieux que ça, on a un problème quadratique fondamentalement. Okay, donc on essaie de trouver ce problème-là. Qu'est-ce qui se passerait si jamais j'essayais de formaliser mon problème euh, de choix de variables? L'histoire du choix de variables, en fait, on peut l'écrire en introduisant quelque chose qui est un peu tordu, ce qui pourrait s'appeler la norme L0. Okay. Donc la norme L0, c'est quoi? Alors, c'est pas exactement une norme, mais c'est tout simplement cette fonction. Donc, quand vous avez un vecteur en dimension, peu importe, en dimension k, la norme L0 de ce vecteur A, c'est tout simplement le nombre de composantes qui sont non nulles, okay, ou qui sont strictement positives. Donc, je cherche le nombre de composantes qui sont non nulles. Je vais plutôt retenir la définition de non nul. A priori, il n'y a pas de raison pour que ce soit positif. Je vais corriger dans les slides. Donc, ce serait la somme des indicatrices que mes AI soient différentes de 0. Okay, donc, on va retenir ça comme définition. Donc, je regarde tout simplement le nombre de composantes non nulles. Et dans ces cas-là, si jamais je réécris le problème en Ridge sous une norme forme, non plus sous la norme L2 sur mon coefficient en bêta, mais sur la norme L0, dans ces cas-là, on voit qu'on a un problème de sélection de variables en disant je veux essayer. Donc le problème tel que je racontais auparavant, mon problème de sparsité du fait qu'il n'y ait que S variables significatives, ça revient à dire parmi les modèles qui contiennent S composantes, donc parmi tous les vecteurs bêta pour lesquels la norme de mon vecteur bêta, c'est S, okay, je veux trouver la fonction qui minimise la somme des carrés des erreurs. Okay, donc, j'ai réussi à écrire mon problème comme un problème d'optimisation sous contrainte et donc formellement aussi sur un problème de pénalisation, okay, en changeant tout simplement la norme qu'on utilisait pour la pénalisation. Donc, au lieu d'utiliser la norme L2, je propose d'utiliser la norme L0. Donc, norme avec plein de guillemets. On n'a pas d'inégalité triangulaire et ce genre de choses. Donc, j'ai le droit d'écrire ce problème-là. J'ai juste un gros problème, c'est que ce problème-là, il peut être compliqué. Il peut être compliqué à résoudre parce que le nombre de modèles que je peux constituer quand je suis en grande dimension, c'est une histoire de combinatoire, quoi. C'est très très grand. Okay, donc si jamais j'avais par exemple 100 variables explicatives et je veux en retenir que 5, okay, dans ces cas-là, j'ai 100 fois 99 fois 98 fois 97 fois 96. Donc on est quand même en dimension relativement grande. Okay, ce n'est pas du 10 puissance 5, mais c'est pas loin d'être ça quand même. D'accord. Donc on voit que c'est gros. Donc on a un problème qui est numériquement, je ne sais pas si jamais je pourrais résoudre ça. Donc c'est un petit peu ce que j'avais présenté dans le cours de modèle linéaire en disant il y a des cas pour lesquels on est quand même capable de faire, on est capable de regarder tous les modèles possibles et de donner le meilleur suivant un critère qu'on va se donner. Okay, donc classiquement du AIC, du CP de Malo, du R2 ajusté, ce genre de choses. Mais là on est en dimension potentiellement beaucoup plus grande et donc quand j'ai vraiment beaucoup de variables explicatives, peut-être que c'est trop compliqué d'essayer de résoudre ce problème. Okay, mais ce problème nous intéresse. Ce problème nous intéresse parce que c'est vraiment un problème que je peux interpréter, contrairement peut-être à la régression Ridge, quand je pourrais voir plutôt comme une espèce de stratégie un peu ad hoc pour résoudre un problème numérique que j'avais au départ. Là, j'ai vraiment une interprétation sur ce que j'essaie de faire. Les bêtas que je vais récupérer, ce sont des bêtas qui seront obtenus avec une sélection de variables. Donc, je vais vraiment sélectionner mes variables. Le fait que j'en impose certains pour être rigoureusement égaux à 0, c'est quelque chose de très très fort. Okay, alors,
voilà un petit peu ce que ça donnerait. Donc ma norme L0, je peux la montrer. La norme L0, elle est ici. Ok, donc une norme L0, c'est quoi? C'est enfin, plutôt la sphère unité, quelque part. D'accord. Donc l'ensemble des points pour lesquels un A, donc encore une fois, c'est la somme des indicatrices que mes AI sont différentes de 0. Okay. La norme de A, c'est quoi? Pardon, les points pour lesquels la norme de A est égale ou inférieure ou égale à une certaine constante. Okay. C'est quoi? En fait, c'est tous les points qui vont être euh, sur, cette, sur, cette, sur ces deux axes. Okay. Donc je force à être sur les deux axes et donc on va chercher des solutions euh, sur ces deux axes. Okay. Donc c'est ce genre de choses qu'on va essayer de résoudre. D'accord. Donc on va se demander, donc, quand j'introduis mon coefficient lambda ou mon coefficient S, hein, quand je veux que ma lambda fois ma norme soit plus petit qu'une certaine constante, donc ça veut dire que je vais être borné ici avec une certaine hauteur et que je cherche. Finalement, je cherche quoi? Je cherche essentiellement les valeurs en 4 points. Okay, donc ici, je suis juste en dimension 2. Donc en gros, soit j'ai deux variables, soit j'ai la première, soit j'ai la deuxième, soit j'en ai 0. Okay, donc on voit apparaître euh, notre solution quelque part, enfin notre géométrie du problème, d'accord. Mais ça va être compliqué à résoudre. Alors, il s'avère qu'il y a un cas pour lequel on peut le faire, et malheureusement, ce n'est pas le cas que j'ai dessiné ici. C'est ce qui se passerait si jamais, au lieu d'utiliser la norme L0, j'utilisais la norme L1. Okay, donc, un problème qui pourrait être peut-être un peu plus simple, ce serait de se dire qu'est-ce qui se passe si jamais j'utilise la norme L1, ou pour rappel, la norme L1 de mon problème, c'est tout simplement la somme bêta 1 plus bêta 2. Okay, donc, on avait déjà discuté un petit peu les histoires de normes et la géométrie associée à la norme. La norme L1, quand je regarde la sphère unité, okay, ça me donne un carré. Donc, on est dans ce carré-là. Alors, ce carré, il a plusieurs propriétés. Un, c'est quelque part l'enveloppe convexe de l'ensemble dont je parlais auparavant. Donc, ça va être l'enveloppe convexe de ma croix, comme ça. D'accord. Donc, ça va être l'ensemble convexe le plus petit qui contienne cette croix. Okay. Donc, si jamais je m'autorisais, alors, on pourrait le faire en introduisant une norme LP. D'accord. Donc, si jamais j'ai une norme LP qui serait l'équivalent de la norme de Minkowski, mais avec des P qui peuvent être plus petits que 1, j'aurais effectivement des choses qui vont être des formes d'hyperbole comme ça. C'est juste que tant que je reste avec des P qui sont plus petits que 1 strictement, j'ai ces hyperboles et donc je n'ai pas la convexité de mon ensemble, okay, tout simplement parce que si jamais je regarde des petits morceaux de segments ici, dans ces cas-là, je sors de mon ensemble, donc je ne suis pas convexe. Okay. Le seul cas où j'arrive à récupérer un ensemble convexe, c'est quand je prends la norme L1. Donc la norme L1, c'est un problème qui nous ramène assez proche, enfin, de manière assez proche de ce problème de sparsité. La sparsité, je l'obtenais quand j'avais du L0. Okay. En fait, on l'aurait dès lors qu'on a ces fonctions justement qui ne sont pas convexes. Donc avec ces choses-là, on va pouvoir capturer en partie la sparsité. Mais la norme L1 présente cet énorme avantage de présenter une fonction convexe. Et ça, on sait faire. En tout cas, d'un point de vue numérique, et puisque c'est là-dessus que je bloquais quand je présentais la norme L0, au moins on se ramène à un problème qu'on sait résoudre. L'histoire de cette norme L1, c'est ce qu'on va appeler du lasso. Donc le lasso, ça consiste à ne pas utiliser donc, la norme L2, qui était le fait que je supposais que j'étais dans des cercles, c'était ce dessin-là. Okay. La norme L0, c'est celle qu'on aimerait avoir, c'est celle qui répond au problème de sparsité. On a une situation intermédiaire qui est cette norme L1, et c'est ce que je vais discuter, c'est ce qui s'appelle le problème de lasso. Okay. Donc formellement, on a ce petit dessin-là, donc je vous ai remis les courbes de niveau. D'accord. Donc ici, je récupère en bleu mon problème qui est ma somme des carrés des résidus. Okay. Donc je récupère les y moins x bêta au carré. Donc les courbes de niveau associées à cette fonction sont les courbes bleues. D'accord. Donc on veut être le plus en haut à droite possible, parce que dans mes trois problèmes, la valeur optimale, elle se trouve un petit peu plus haut. Okay. Mais je rajoute une contrainte qui est que je veux soit que la norme L0 soit égale à une constante, soit que la norme L1 soit égale à une constante, soit la norme L2 soit égale à une constante. Donc on peut regarder un petit peu ce que ça veut dire sur mes trois dessins. Donc le fait que j'impose une contrainte sur la norme L0, c'est le problème de gauche. Donc je veux me placer sur les coins de ma croix, formellement. Et donc on voit que l'optimum il est atteint ici. Et effectivement, j'ai sélectionné, j'ai supprimé la variable x1. Okay, essentiellement parce que mon bêta 1 doit être égal à 0, donc ça veut dire que j'ai sélectionné la variable 2. D'accord.
Le problème 2, on l'avait évoqué ici. Le problème de la norme L2, c'est celui de la régression ridge. Okay. Et on voit apparaître effectivement donc une solution hein, qui est cette intersection entre nos deux fonctions quadratiques, donc qui vont avoir des formes qui vont se repousser. Donc je peux trouver un seul point. Donc on a une solution unique au problème ridge. Enfin voilà, on a toutes sortes d'interprétations possibles. Et on retrouve le fait que quand mon disque va tendre vers 0, dans ces cas-là, je vais avoir mon shrinkage, donc je vais ma valeur optimale sous le problème de contraint va tendre vers 0. Okay. Donc si jamais j'essaye de faire tendre mon rayon vers 0, ou si jamais j'essaye d'augmenter mon coefficient lambda dans ma pénalisation, dans ces cas-là, je vais tendre vers 0 tranquille. Maintenant, on va regarder le problème intermédiaire dont je n'ai pas encore parlé, qui est ce problème L1. Donc L1, c'est ce qu'on appelle la régression lasso. Et quand je regarde ce qui se passe sur mon problème, donc je veux être dans le rectangle, dans mon carré, pardon, et je veux trouver la valeur qui sera la plus en haut à droite possible. Et en fait, on peut montrer que la solution, elle est très précisément celle-là. Okay. Donc, on voit que sur ce problème, on a résolu notre problème de sparsité, dans le sens où, numériquement, je me suis rigoureusement placé sur le coin, c'est-à-dire que la valeur optimale ici, elle nous dit très exactement que bêta 1 chapeau est égal à 0. Et ce n'est pas proche de 0, c'est rigoureusement égal à 0. Donc là, on a quelque chose de très très fort qui est que j'ai réussi à faire de la sélection de variables. Okay. J'ai des valeurs bêta chapeau 1 qui sont rigoureusement égales à 0. Okay. Donc ça m'intéresse parce que ce qu'on est en train de montrer là, c'est quoi? C'est que cette approche-là, elle résout le problème de sparsité. Mais en plus, je me place dans un problème qui n'est plus un problème computationnel comme on avait à gauche, c'est-à-dire trouver les minimisations d'une fonction sur un ensemble d'états qui est discret. Et donc, je suis obligé de parcourir tous les états. Alors, on pourrait utiliser des méthodes un peu plus malignes, mais grosso modo, c'est ça qui apparaît. J'ai quand même besoin de regarder quand même une très grosse partie. Je me suis placé dans un problème qui ressemble à un problème convexe. Alors, il n'est pas strictement convexe, okay, mais on est quand même dans des problèmes convexes. Et on a vu, quand on a fait la petite discussion au tout début des compléments de maths sur les problèmes d'optimisation, c'est que même si on n'est pas strictement convexe, on peut s'en sortir de manière relativement efficace si jamais, en particulier, on a une séparabilité. Et la séparabilité, je l'ai parce qu'en fait, la norme L1 me sépare mon problème en notant que j'ai la valeur absolue de bêta 1 plus la valeur absolue de bêta 2 plus la valeur absolue de bêta 3. Okay. Donc, je récupère la séparabilité. Et ça, c'est des problèmes qu'on sait faire. En particulier, on a vu qu'on avait des méthodes de descente de gradient par composante qui permettent de résoudre ce problème-là. Okay. Donc, on a des solutions numériques qui nous permettent de résoudre ce genre de problème. Okay. Donc, on voit l'intérêt de cette méthode qui est à la frontière entre les deux. Okay. À la fois de ce problème de sparsité, qui est un problème qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est la sélection de variables, ça nous dit quelles sont les variables importantes, et ces problèmes convexes qu'on sait résoudre, parce qu'en fait, on a, dans les problèmes strictement convexes, on a l'unicité de la solution, puis on a des algorithmes qui marchent bien. Ici, on n'a pas forcément l'unicité de la solution, parce qu'on n'a pas un problème strictement convexe, mais d'un autre côté, on a quand même beaucoup de propriétés, en particulier si je n'ai pas unicité de la solution. J'ai quand même toujours la même valeur pour mon minimum. La seule question qu'on peut se poser sur la non-unicité de la solution, c'est est-ce que, si jamais j'ai deux solutions à mon problème, est-ce qu'ils me disent au moins de sélectionner les mêmes variables? Voilà, c'est la seule question qui est importante, et on verra la réponse est oui. Okay. Donc, on a une approche qui est très intéressante, numériquement et au niveau de l'interprétation. Donc, juste pour expliquer un petit peu le détail, en fait, ce problème lasso, je peux le voir comme étant ce qu'on appelle un problème de convexification d'une norme, qui est une approche assez classique en optimisation qui consiste à dire si jamais je n'ai pas une fonction convexe, dans ces cas-là, je l'approche par une fonction qui est convexe, mais qui l'approche suffisamment. Okay. Donc là, il s'avère que la fonction, l'ensemble convexe le plus proche, c'est cette fonction L1. Donc quand j'essaye de convexifier mon problème, j'aboutis sur mon problème avec ma norme L1. Donc le problème, quand on va convexifier notre norme L0, c'est résoudre ce problème-là, qui est tout simplement une extension de la régression ridge, en changeant la norme L2 par la norme L1 dans la contrainte. Je continue à minimiser une somme des carrés des erreurs, donc je continue à raisonner sur la norme L2 sur ma fonction objectif, mais c'est juste sur ma pénalisation, où au lieu d'utiliser une norme L2, j'utilise une norme L1. D'accord. Donc ça donne lieu à ce qu'on appelle donc là, cette histoire de lasso. Donc le lasso vient de Least Absolute Shrinkage and Selection Operator. Donc on voit apparaître deux termes qui nous intéressent beaucoup. Il y a cette notion de sélection, okay,
Donc, c'est un opérateur, c'est une opération qui nous permet de sélectionner des variables, ok, et qui nous permet en plus de faire du shrinkage. Donc, on garde la propriété qu'on avait observée dans le ridge, où on a cette contraction. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir cette contraction vers 0, mais en plus en se ramenant sur les bords. Donc, au lieu d'avoir cette contraction où je tendais tranquillement vers 0, mais en étant toujours en dehors des bords, donc c'est-à-dire que j'avais toujours des valeurs qui étaient non nulles, mais qui tendaient vers 0. C'est ce qu'on avait sur nos graphes où je montrais mes bêta chapeau L en fonction du lambda. On tend vers 0 sur toutes les valeurs, mais il y a juste un moment où je me dis, il y en a qui ont l'air proches de 0. Ici, on sera rigoureusement égal à 0. C'est cette notion de sélection. Okay, et ça passe par du less absolu. Donc, on retrouve des problèmes de valeur absolue des coefficients. Okay, donc, voilà pour l'explication du nom. Alors, le nom, en plus, a une connotation un peu de cowboy. Donc, c'est parce qu'historiquement, il existait une autre méthode qui est aussi liée à des histoires de lancer de cordes, qui s'appelait le problème de Garrott, donc, qui est aussi une notion d'encerclement et de rétrécissement, okay, qui avait été proposé un petit peu plus tôt de mémoire par Leo Breman. Donc voilà, donc c'est dans une littérature qui existait depuis assez longtemps. Okay. L'idée du lasso, c'est juste de proposer cet estimateur-là. Donc l'idée du lasso, c'est quoi? C'est que j'ai toujours ma minimisation de la somme des carrés des erreurs. Donc je ne change pas la fonction objectif quand je fais des moindres carrés. C'est juste qu'au lieu de l'avoir du lambda multiplié par la somme des bêta j carrés, je vais avoir la somme des valeurs absolues. Okay. Donc on s'intéresse cette fois-ci à une pénalisation qui sera tout simplement la norme L1 de mon paramètre. D'accord? Donc ça, c'est la version moindre carré, c'est celle que je vais discuter essentiellement ici. Mais de la même manière qu'on avait pu étendre le ridge, en tout cas formellement, au GLM, en disant la somme des carrés des erreurs, c'était juste un cas particulier où j'avais une distribution gaussienne pour ma variable d'intérêt. Okay, je peux parfaitement l'étendre au GLM, okay, dans le sens où je peux voir ma somme des carrés des erreurs comme étant l'opposé de la log vraisemblance. Okay. Donc, je vais pouvoir, là aussi, étendre mon lasso à des problèmes de classification, par exemple. OK. Alors, juste pour essayer de comprendre ce qu'on essaye de faire, je vais le faire dans un cas très simple. C'est le cas où j'ai une seule variable explicative. Donc, mon modèle va s'écrire de manière très, très simple. YI égale XI bêta plus epsilon. Alors, juste une petite précision, là encore, on a un problème avec la constante. Je vais la mettre de côté parce que c'est un petit problème technique. Je suis d'accord, a beaucoup d'implications d'un point de vue pratique, mais qui complique énormément les choses. La pénalisation se fait toujours sur les variables quand on enlève la constante. Donc, ce que j'avais évoqué, c'était pour la norme L2, au lieu d'utiliser la distance euclidienne, on va utiliser la distance de Mahalanobis, c'est-à-dire que je vais normer mes composantes. Donc, je divise par leur écart, je centre et je divise par leur écart type. Okay. On va faire la même chose ici parce qu'en fait, il n'y a pas de raison non plus d'avoir des composantes qui ont des unités très, très, très différentes. Donc, en fait, on va centrer et réduire nos variables. Et à partir du moment où je centre et je réduis mes variables, dans ces cas-là, je n'ai pas besoin de constante. Okay. Faites l'exemple vous-même sur des données. Hein. Prenez des jeux de données et faites la régression sur les variables centrées réduites. Vous allez voir, votre variable d'intercept sera toujours égale à 0. Okay. Essentiellement parce que l'intercept est là pour pouvoir capturer le niveau de votre variable Y. Sinon, vous avez, encore une fois, quand on fait l'estimation par moindre carré, on commence par estimer la pente. Okay. Donc, j'estime ma pente. Ma pente, elle est donnée tout simplement par la corrélation qui existe entre mes deux variables. Okay. Donc, j'ai ma pente. Donc, c'est la corrélation multipliée par le ratio des variances entre la variable Y et la variable X. Donc, je sélectionne ma pente et je la positionne tout simplement de manière à passer par la moyenne en Y bar. D'accord. Donc, si jamais je sais que je passe par X bar et Y bar, dans ces cas, ça veut dire que je passe par 0. Donc, ma droite de régression passe forcément par le barycentre de mon nuage de points. À partir du moment où je centre et réduis mes deux variables X et Y, je passe forcément par 0 et donc j'ai plus de constante. D'accord. Donc, mon modèle de régression ici, il est général à partir du moment où j'ai centré et réduit mes variables. Donc, j'ai mon YI qui vaut ce XI bêta plus epsilon. Okay. Donc, j'ai toujours ma fonction objectif qui est une perte L2 sur ma fonction objectif, c'est-à-dire j'ai toujours un problème de moindre carré. Et j'ai ma pénalisation qui est ma pénalisation L1. D'accord. Donc, ce problème va s'écrire de la manière suivante. Donc, je récupère là encore ma somme des carrés des erreurs. Okay. Donc, que je développe ici, mais on reconnaît ici la différence. Donc, c'est tout simplement du Y moins X bêta transposé Y moins X bêta. Donc, c'est la norme L2 de mon vecteur X moins X bêta, c'est la norme de mon résidu. Okay. Donc, ça, c'est ma fonction classique dans un problème de moindre carré. Et à droite, je retrouve mon terme qui est tout simplement la pénalisation. Donc,
avec le facteur 2, parce que c'est peut-être un peu plus simple. Donc j'ai mon 2 qui venait du 1,5 de la somme des carrés des erreurs, multiplié par lambda, multiplié par la valeur absolue de mon bêta, puisque j'ai un seul coefficient. OK? Donc, j'ai un problème qui est relativement simple. Je peux chercher la condition du premier ordre. OK? Alors, je triche un tout petit peu parce que ma fonction, elle est presque partout dérivable. OK? Il y a juste un point où elle n'est pas dérivable, c'est quand bêta est égal à 0. Okay. Donc, je vais faire comme si bêta, je supposais différent de 0, et dans ces cas-là, j'ai aucun souci, je peux écrire ma condition du premier ordre. Ma condition du premier ordre, c'est juste dériver cette fonction-là. Donc, la partie de gauche, il n'y a pas de souci, on reconnaît la dérivée classique, donc j'ai moins 2 fois le y transposé x, qui est le terme du centre, c'est la partie linéaire, et après, j'ai la dérivée de ma composante quadratique, qui va me donner du 2 fois un x transposé x bêta, encore une fois, puisque j'ai une matrice qui est symétrique, x transposé x est une matrice symétrique. Okay. Donc ma fonction quadratique, sa dérivée devient une fonction qui est linéaire. Donc je récupère mon terme de gauche, et pour mon terme de droite, qui est sur la pénalisation, qu'est-ce que je récupère? Ben, c'est là où ça se complique, c'est que ça dépend du signe. Ça dépend si bêta était positif ou si bêta était négatif. Encore une fois, je suppose que mon bêta est non nul. Okay. J'ai une infinité de valeurs pour lesquelles c'est le cas. Donc ma fonction, elle est presque partout dérivable, sauf en un point. Donc je vais juste supposer que je ne me place pas précisément en ce point-là. Dès lors que je suis pas précisément en ce point-là, ça marche. La seule chose, c'est que je ne connais pas le signe. Je ne connais pas le signe parce que ça dépend en fait du signe de mon bêta chapeau. Okay, pas de mon bêta. Si jamais mon bêta était positif, dans ces cas-là, j'ai une dérivée qui vaut plus 1. Et si jamais au contraire j'étais négative, dans ces cas-là, j'aurais moins 1. Okay, donc je récupère ce plus ou moins 2 fois lambda. Alors, je mets plus ou moins, c'est pas un plus ou moins dans le sens où je ne sais pas ce que c'est, parce que je sais parfaitement le signe. Le signe, c'est celui de mon bêta chapeau ici. Okay, donc, c'est pas une indétermination, c'est juste que j'ai 2 valeurs possibles. Donc, en fait, il faudrait que je fasse 2 cas. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire. Okay, je vais supposer que mon estimateur par moindre carré est positif, strictement. D'accord. Donc, je suppose que la solution, uniquement avec le parti de gauche, c'est-à-dire quand je prends lambda égale 0, dans ces cas-là, je suppose que mon bêta, il est positif. Donc, ça revient à supposer tout simplement que la corrélation est positive, c'est-à-dire que y transposé x est positif. Okay, dans ces cas-là, j'ai que mon bêta, il était positif. Okay, et donc, a priori, je dois pouvoir supposer que si jamais, encore une fois, si jamais, quand mon lambda tend vers 0, dans ces cas-là, on sait que l'estimateur, enfin, on n'a pas encore démontré, mais on a quand même l'intuition que le bêta lambda, le bêta chapeau lambda, il devrait tendre vers la valeur de bêta. Okay, donc, on va l'admettre, en tout cas pour l'instant. Donc, je suppose que j'ai un lambda qui me permet d'avoir 2 coefficients qui sont de même signe. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mon équation elle va être tout le temps de ce type-là, en tout cas au voisinage de ces 2 points, bêta et bêta chapeau. D'accord. Donc, on essaie de résoudre ce problème-là. Donc, ce que ça nous donne, c'est on a un problème qui est un simple problème linéaire. Donc, je peux récupérer mon estimateur. Okay. La seule chose, c'est que je récupère cette petite correction qui est donc cette histoire de moins lambda. Donc, je retrouve on retrouve quelque chose qui nous fait penser à un estimateur Ridge. Okay. On retrouve ce x transposé. Enfin, la seule chose, c'est que je fais ma correction ailleurs. Okay. C'est que quand je faisais du Ridge, j'avais du x transposé x plus lambda. Okay, que j'ai inversé. Ici, on voit que le lambda, il est au numérateur. Okay, dans le sens où j'ai toujours mon x transposé x moins 1 multiplié par du y transposé x moins lambda. D'accord. Donc le lambda n'apparaît pas au même endroit par rapport à la régression Ridge, mais on voit qu'on est capable de le résoudre. Donc j'ai cette forme-là, qui nous montre d'ailleurs que si jamais je fais tendre mon lambda, donc on a une fonction qui va décroître. Okay, donc je commence par une valeur qui était positive, j'ai juste vous remettre la vraie fonction. Donc j'ai mon bêta chapeau lambda qui va être de la forme y transposé x moins lambda divisé par x transposé x. Donc la partie, encore une fois, on avait supposé que la partie de gauche ici était positive. Okay, donc je commence par quelque chose qui est positif et puis j'enlève lambda. Donc ça va être une fonction qui est décroissante en lambda, mais qui était au départ positive. Dans ces cas-là, ce coefficient, il va tendre vers 0. Au bout d'un moment, quand lambda est égal à y transposé x, j'ai 0. D'accord. Donc je récupère cette valeur qui est nulle. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'augmente un tout petit peu mon lambda? Dans ces cas-là, on a un petit souci, c'est que si jamais j'augmente un tout petit peu mon lambda, dans ces cas-là, mon bêta chapeau va devenir négatif. Okay,
puisque le numérateur va devenir négatif. Donc cette fois-ci, je passe sur une valeur négative. Et dans ces cas-là, ça change ma condition du premier ordre. Ma condition du premier ordre, elle va me dire que tout d'un coup, je ne dois plus avoir un plus, mais je dois avoir un moins. Okay, et dans ces cas-là, ça change la forme de ma solution. Ma solution, elle va devenir celle-là. Mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que cette solution, elle est positive. Okay, parce que le terme de gauche était positif et ce terme de là, par définition, il est toujours positif. Mon lambda est toujours positif. Okay, donc ce que je suis en train de dire, c'est que je commençais par une valeur qui était mon bêta chapeau. Enfin, en 0, je suis très exactement sur l'estimateur par moindre carré. Puis je décroît. Donc je décroît linéairement jusqu'à atteindre 0. Une fois que j'ai atteint 0, on a l'impression qu'on devrait devenir négatif, sauf que si je deviens négatif, dans ces cas-là, je dois basculer. Okay, et dans ces cas-là, je dois devenir positif. Donc je me trouve avec une contradiction. Donc la seule possibilité, c'est qu'au bout d'un certain moment, mon bêta chapeau, il devient rigoureusement égal à 0. Okay, donc en fait, à partir de cette valeur lambda étoile, ce qu'on montre, c'est que pour tout lambda qui est plus grand que ce lambda étoile, bah, en fait, mon estimateur bêta chapeau lambda, pardon, j'ai plus besoin de l'étoile, okay, je l'ai montré que je l'avais pour tout le temps, c'est rigoureusement égal à 0. Donc on voit apparaître la sélection de variables, c'est-à-dire que pour les petites valeurs de lambda, il n'y a pas de souci, je vais avoir une convergence et je vais même avoir quelque chose qui est linéaire. Okay, donc je vais avoir alors c'est pas exactement du shrinkage, okay, mais on voit un estimateur qui devient un estimateur avec une évolution linéaire, okay, en fonction de lambda. Et une fois que j'atteins une certaine valeur de lambda, dans ces cas-là, je deviens rigoureusement égal à 0. Donc en fait, on a résolu notre problème de sparsité dans le sens où j'ai créé un estimateur qui fait de la sélection de variables en fait. Okay, donc c'est le terme qui avait été proposé à l'époque, qui était sparsistent. Donc on a un estimateur qui est sparsistent, qui nous crée cette propriété de sparsité. Cet estimateur, par construction, va nous donner des valeurs qui vont être rigoureusement égales à 0. Okay, donc ça, en tout cas, c'est ce que nous dit la théorie. Alors, on voit qu'on est quand même un tout petit peu contraint, c'est que si jamais je me disais, j'ai un problème convexe, je peux faire une descente de gradient, on voit que ça peut poser un souci parce qu'une descente de gradient, on a tendance à l'arrêter quand on a des valeurs qui sont proches de 0. Or ici, on peut atteindre des valeurs qui sont rigoureusement égales à 0, donc on pourrait garder cette propriété-là. Donc il va falloir qu'on mette en place des stratégies numériques pour pouvoir capturer précisément cette valeur qui est égale à 0. Okay, alors juste pour essayer d'expliquer la notion de shrinkage et de ce qui se passe quand on introduit ce lambda, je vais juste revenir un petit peu sur des choses qu'on avait vues, sur la manière dont notre estimateur va évoluer. Je prends un tout petit peu d'avance sur des choses que je vais vous raconter, mais quand j'avais des estimateurs, donc je vais revenir sur la régression ridge en particulier, quand on a des covariables, des variables explicatives qui sont orthogonales, ce qu'on avait montré, c'est qu'on avait une opération de shrinkage. Okay, donc ce qu'on avait dit, c'était quoi? C'était qu'on avait ce facteur, on avait ce bêta chapeau moindre carré, et on va le multiplier par du 1 plus lambda. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce 1 sur 1 plus lambda, donc ça me donne une fonction qui a une pente qui est plus petite que 1. Okay, donc ça veut dire que si mon estimateur était là, dans ces cas-là, mon estimateur bêta chapeau lambda, il va être plus petit. Okay, il va être d'autant plus petit que mon lambda va tendre vers 0. Donc ici, j'ai ma fonction avec une pente en 1 plus 1 sur 1 plus lambda. Okay, quand mon lambda étant vers 0, dans ces cas-là, ma courbe elle a tendance à tendre vers quelque chose qui va être tout plat. Okay, donc mon opération de shrinkage, je peux l'avoir par cette fonction linéaire, 1 plus lambda multiplié par x. Okay, cette fonction linéaire, c'est la fonction par laquelle je fais donc cette fonction que je pourrais appeler h. Okay, ça consiste à dire que mon bêta chapeau ridge, pour mon coefficient lambda, c'est tout simplement h de bêta chapeau OLS. Okay, donc je fais cette transformation sur mon estimateur par moindre carré, avec juste cette opération de contraction de shrinkage. Okay, si jamais je regarde ce qu'on avait fait dans le cas du lasso, dans le cas du lasso, en fait, on a une fonction qui est un peu plus tordue, qui est en fait cette fonction-là. On va prendre le signe de l'estimateur, okay, donc ce qui est un petit peu caché dans ce que je faisais auparavant, et je vais prendre quelque chose qui est tout simplement la partie positive entre le bêta chapeau par moindre carré et lambda. Okay, donc c'est ça qu'on va retenir, et la fonction elle ressemble à ça. Donc en fait, au lieu d'avoir un changement dans ma pente, dans ces cas-là, la fonction qu'on va appliquer, donc ma fonction h, elle va avoir cette forme-là, c'est-à-dire quand j'ai des valeurs qui sont relativement proches de 0, dans ces cas-là, je les mets rigoureusement égales à 0. Okay, donc en fait, toutes les valeurs qui étaient par ici, donc les valeurs pour lesquelles mon bêta était relativement faible, je vais les mettre à 0, et les autres, je vais juste leur faire subir une petite translation. Okay, donc on a cette opération de sélection de variables, simplement parce que j'impose ici des valeurs comme étant égales à 0. D'accord, donc ça, c'est l'opération qui est opérée par lasso, c'est-à-dire que je fais cette petite translation
Donc, je vais faire une translation de mon coefficient de bêta OLS, donc ce qui va nous introduire un biais, en fait. Okay, donc, mon estimateur est biaisé, simplement parce que je le décale, mais en contrepartie, je récupère une sélection de variables. Okay, le cas où je n'aurais pas ce problème-là, c'est tout simplement quand je faisais ma version avec la norme L0. Okay, ma fonction par la norme L0, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire, si jamais mon coefficient bêta était trop faible, dans ces cas-là, je le mets à 0. Okay, et par contre, je ne veux pas influencer les autres. Okay, dans ces cas-là, on a un estimateur qui sera un estimateur sans biais, donc ça c'est génial. C'est juste que c'est un estimateur sans biais construit sur une sélection de variables. Donc je continue à faire des moindres carrés, mais sous un sous-ensemble de variables. Okay, donc je récupère des valeurs qui sont très exactement sur la diagonale. Je perds pas j'introduis pas de biais supplémentaire, c'est juste que j'ai fait la sélection de variables. Donc nous, on est un peu entre les deux, okay, dans le sens où je continue à avoir une opération qui ressemble à du shrinkage. Je vais avoir quand même une espèce de contraction vers zéro, mais qui va cette fois-ci non pas s'opérer de manière multiplicative, mais plutôt additive. Donc je vais avoir cet effet de bord avec ces translations. Et au centre, je mets rigoureusement les valeurs à zéro. D'accord, donc on a opéré la sélection de variables. Et on retrouve une même propriété qu'auparavant, c'est-à-dire que j'ai un biais. Okay, j'ai un biais, mais généralement, j'aurai une variance plus faible, okay, tout simplement parce que j'ai fait une opération de shrinkage. Et donc, je peux trouver un estimateur qui aura un MSE qui sera plus faible que celui des moindres carrés. Okay. Je vais peut-être faire une petite pause ici, parce que j'ai déjà parlé longuement, puis on se retrouve dans la prochaine capsule. À très bientôt.